Bonjour tout le monde. Darwin, c'est important. La théorie de l'évolution, c'est une chose très sérieuse. Ça nous permet de nous situer dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, dans la matière, de comprendre un peu d'où on vient et d'éviter donc du coup tous les récits qui voudraient prendre la place d'être celui qui va vous dire qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Et c'est pourquoi la théorie d'évolution est une des plus détestées de l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon premier livre de vulgarisation, peut-être que vous connaissez, l'ironie de l'évolution. L'évolution, c'est un sujet important pour moi, j'en parle régulièrement, et donc je réagis lorsque je vois la théorie maltraitée, et j'ai eu l'occasion d'en reparler lors du dernier Ça coule de source, lorsque j'évoquais le livre de M. Del Millo, La survie des médiocres, et la réaction qu'elle a suscitée dans les rangs des gens qui sont experts du sujet, et qui trouvent que ça ne va pas. Ce livre, ça ne va pas, ça donne une mauvaise image de ce que c'est que la science, de ce que c'est que la théorie d'évolution. Et donc j'avais partagé le lien vers le travail de Julien de la chaîne Entracte Science, qui travaille là-dessus et qui avait fait une petite réaction en vlog. Et puis surtout, j'avais partagé la réponse de Guillaume Lecointre dans le Nouvel Obs. Allez voir le magazine Ça coule de source, vous pourrez trouver, je vous lis cela. Mais aujourd'hui, donc je voulais réagir en remerciant les auteurs d'une tribune qui a été publiée sur le site de SF Écologie, de la Société française d'écologie et d'évolution, sous la plume notamment de Jean-Baptiste André, mais d'autres également. Et on a plus d'une centaine d'experts du domaine qui réagissent. Et le titre est parlant, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller crucifier un philosophe qui a écrit un bouquin médiocre, pour reprendre son titre, mais bien de parler de l'ensemble du contexte et en fait du fait que les médias donnent une place considérable à cela et que l'Académie française a donné un prix à ce livre. Et donc ça s'appelle Biologie évolutive, défaillance médiatique dans la diffusion scientifique. Et je vais vous lire ce texte, j'espère que les auteurs seront d'accord. Je pense que le but d'une telle tribune, c'est qu'elle soit partagée et je me sens solidaire de ce travail, donc je vous le partage. C'est un texte qui est parfait. Introduction. Nous sommes spécialistes de l'évolution, spécialistes de l'étude des fausses informations, spécialistes de l'éducation et plus largement scientifiques soucieux de la manière dont nos travaux sont communiqués. Nous souhaitons exprimer ici notre profonde préoccupation face à la couverture médiatique massive d'un livre récent de Daniel Milhaud portant sur l'évolution et intitulé « La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme » chez Gallimard, et proposer également quelques principes simples pour le traitement des informations scientifiques dans les médias afin de prévenir des cas similaires de désinformation. Un bref rappel du consensus scientifique sur l'évolution. Rappelons ici les bases du consensus scientifique sur l'évolution. Le lecteur intéressé pourra consulter l'ouvrage collectif de référence en français Lefebvre et al. 2016. Les organismes vivants actuels sont le produit d'un processus de changement graduel, l'évolution, résultant de trois forces principales agissant sur la structure génétique des populations: la mutation, la dérive génétique et la sélection naturelle. La mutation et la dérive génétique sont des forces aléatoires. La sélection naturelle est une force directionnelle qui tend à faire augmenter dans les populations la fréquence des gènes permettant aux individus de se reproduire plus efficacement dans leur environnement. Ce qui implique de résoudre une diversité de problèmes, par exemple acquérir des ressources, éviter les prédateurs, lutter contre les infections, etc. C'est donc la sélection naturelle qui explique que les organismes vivants soient adaptés à leur environnement. Pour autant, l'évolution ne produit pas des organismes vivants parfaits. Et cela pour quatre raisons essentielles. Premièrement, le caractère aléatoire de la mutation et de la dérive génétique éloigne le résultat de l'évolution d'un quelconque optimum. Deuxièmement, la sélection naturelle fonctionne comme un bricoleur qui trouve des solutions par tâtonnement plutôt que comme un ingénieur qui planifie une solution optimale, pour reprendre les termes de François Jacob. Troisièmement, la sélection naturelle agit sur une multitude de dimensions partiellement incompatibles entre elles. Il n'existe donc aucune fonction spécifique dans laquelle un organisme soit le meilleur possible. Par exemple, un investissement parental
élevé augmente la probabilité de survie de chaque descendant, mais nécessite de limiter la taille des portées. Un cerveau plus gros offre des avantages cognitifs, mais implique un temps de développement plus long, etc. Tout est affaire de compromis. Enfin, la sélection naturelle agit à l'échelle du gène plutôt qu'à celle de l'individu, engendrant parfois des effets apparemment paradoxaux. L'évolution de caractères nuisibles pour les individus eux-mêmes, ou bien de caractères altruistes par lesquels les individus sacrifient une partie de leur succès reproducteur au bénéfice d'autres individus. Petite parenthèse, on appelle ça la sélection de parentèle. Par rapport à ce consensus, Milo n'apporte aucune innovation solide et commet même des erreurs assez évidentes. Par exemple, il s'étonne de la médiocrité apparente des organismes vivants, sans comprendre correctement qu'elle résulte très souvent de compromis évolutifs. Il commet l'erreur courante chez les non-spécialistes de croire que ce sont les espèces, prises collectivement, qui sont en compétition les unes contre les autres, les girafes contre les éléphants, alors que la compétition s'opère au niveau des individus et même des gènes. Enfin, son exemple phare, attribuant la mortalité des girafons à leur chute à la naissance, est grossièrement faux. Les études de terrain, qu'il ne cite pas, montrent que cette mortalité est du même ordre de grandeur que chez les autres ongulés et qu'elle est principalement due à la prédation et non à des accidents périnataux. Et la tribune cite 2 études. Mais notre objectif ici n'est pas de produire une critique détaillée de son livre. Plusieurs critiques ont été publiées vers lesquelles nous renvoyons le lecteur. Notre objectif ici est plutôt de partager notre préoccupation quant à l'ampleur et la substance de l'écho médiatique qu'il a suscité. Malgré ces lacunes flagrantes, aisément détectables par tout spécialiste de l'évolution, Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Nouvel Observateur, France Culture ont tous fait des comptes rendus élogieux de l'essai de Milo, soulignant systématiquement 2 points. Le fait qu'il remettrait en cause le consensus scientifique sur l'évolution et les implications politiques que l'on devrait en déduire. Le Monde a même publié un second article sur cet essai dont le titre « Et si Darwin avait tout faux ?» est particulièrement choquant. Que dirait-on si le même journal faisait un compte-rendu d'un ouvrage climato-sceptique sous le titre « Et si les climatologues avaient tout faux ?» Une telle couverture médiatique unanimement élogieuse révèle de sérieuses failles dans les pratiques journalistiques sur les sujets scientifiques. Notre objectif est donc non seulement de dénoncer ce cas de désinformation, mais aussi d'encourager une réflexion sur ces pratiques pour prévenir de futurs cas similaires. 3 règles simples pour un traitement rigoureux de la science dans les médias. La communication scientifique dans les médias grand public doit nécessairement reposer en partie sur la confiance. La majorité des journalistes, comme leurs lecteurs, ne peuvent pas comprendre en profondeur ni juger par eux-mêmes de la validité d'un résultat ou d'un discours scientifique, pas plus en biologie de l'évolution qu'en physique ou en climatologie. Ils sont donc inévitablement obligés de faire confiance à certains discours plutôt qu'à d'autres, sans les comprendre entièrement. La question est donc de savoir s'ils sont bien armés pour accorder leur confiance de manière judicieuse. Pour cela, nous souhaitons proposer ici 3 règles simples qui permettent de réduire le risque d'erreur. Règle 1. Calibrer sa confiance selon le niveau de la preuve. En tant que système de production de connaissances, la science s'approche de la réalité de manière certes imparfaite, mais plus efficacement que toute autre activité humaine, grâce à son fonctionnement autocorrectif. De façon simplifiée, dans les sciences dites dures, ce fonctionnement s'articule autour de 2 étapes. Chaque étude scientifique est d'abord évaluée par des spécialistes indépendants avant d'être publiée dans une revue dite à comité de lecture. Puis, une fois publiée, elle est souvent soumise à des critiques et des réplications par d'autres équipes de recherche. Les résultats scientifiques peuvent donc être classés en 3 niveaux de preuve. 1. Niveau de preuve faible, un texte ou propos non publié dans une revue à comité de lecture, par exemple un livre ou une conférence.
2. Niveau de preuve intermédiaire, une unique étude publiée dans une revue à comité de lecture. Et 3. Niveau de preuve élevé, un résultat répliqué et publié dans des revues à comité de lecture par plusieurs équipes de recherche indépendantes. Règle 2. Exiger un niveau de preuve proportionnel à la distance au consensus, plus un travail scientifique, prétend s'opposer au consensus scientifique existant, autrement dit, plus il est extraordinaire, plus le niveau de preuve exigé doit être élevé, parce qu'il existe un grand risque qu'un résultat soit faux quand il va à l'encontre de milliers de travaux scientifiques antérieurs. Ceci n'implique pas que le consensus scientifique soit immuable. Il est amené à changer, mais ce changement ne résulte pas d'une seule étude, surtout si elle n'est pas publiée, mais de l'accumulation de preuves d'un niveau de plus en plus élevé. Règle 3. Se méfier des biais cognitifs et en particulier du sophisme naturaliste, l'appel à la nature. Même s'ils respectent les deux premières règles ci-dessus, les journalistes auront inévitablement des préférences pour certains travaux scientifiques plutôt que d'autres. Il est donc crucial qu'ils reconnaissent que leurs préférences peuvent être biaisées. Prendre conscience de ses propres biais cognitifs est indispensable à tout travail de diffusion des connaissances. Dans le cas de la théorie de l'évolution, un biais cognitif majeur est le sophisme naturaliste, naturalistic fallacy en anglais. Il consiste en l'erreur logique de conclure qu'un phénomène observé dans la nature est nécessairement désirable moralement, simplement parce qu'il est naturel. Si un mécanisme compétitif comme la sélection naturelle joue un rôle important dans la nature, alors la compétition serait nécessairement moralement souhaitable en toutes circonstances. En conséquence, si on est moralement opposé à la compétition, alors on préférera adhérer et diffuser des travaux scientifiques qui semblent remettre en cause le rôle de la sélection naturelle. Ce biais contribue certainement au fait que les théories qui prétendent remettre en cause la théorie darwinienne de l'évolution ont souvent joui d'un succès médiatique disproportionné par rapport à leur importance scientifique réelle. Il est crucial ici de rappeler que le sophisme naturaliste n'a aucune base rationnelle. Il n'existe aucun lien logique entre la théorie de l'évolution et les idéologies anti-humanistes, telles que le darwinisme social, qui ne font que détourner cette théorie à leur profit. Il n'est donc pas nécessaire de contester la théorie de l'évolution pour les combattre. Sur ces trois règles, l'essai de Milo a tout faux. 1. C'est un livre qui présente des idées jamais publiées dans des revues à comité de lecture, ce que les journalistes peuvent facilement vérifier en recherchant les publications de Daniel Millot dans les bases de données bibliographiques en ligne. Il s'agit donc du plus bas niveau de preuve scientifique. 2. Il se présente ouvertement comme remettant en cause un consensus scientifique. Et 3. C'est un cas d'école de sophisme naturaliste, puisque Millot présente lui-même son essai comme une critique à la fois du darwinisme et du capitalisme, comme si accorder sa confiance épistémique à la théorie moderne de l'évolution impliquait nécessairement d'accorder sa confiance morale au capitalisme. Grossière erreur. Conclusion, la rigueur scientifique est indispensable à la confiance dans les médias. Si les journalistes avaient respecté les trois règles simples ci-dessus, l'essai de Millot aurait allumé tous les signaux d'alarme, les incitant à la plus grande vigilance et leur permettant de filtrer correctement l'information. Plusieurs médias, notamment Le Monde et Le Nouvel Observateur, ont publié après coup des correctifs à leurs articles initiaux, mais il aurait été bien préférable qu'ils effectuent correctement ce filtrage dès le départ. À défaut, le danger est immense. Le public finira par perdre confiance, soit dans la science, soit dans les médias. Si Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Nouvel Observateur, Radio France, etc. relaient de fausses informations, que dire ensuite aux élèves, aux jeunes, à l'ensemble de la société? Aucun enseignant ou scientifique ne peut affirmer publiquement que tous ces grands médias se trompent sans contribuer à éroder la confiance du public dans ces sources d'information, une confiance pourtant vitale pour le bon fonctionnement de nos sociétés.
Pour conserver cette confiance, les grands médias doivent donc faire preuve de rigueur et d'intégrité dans tous les domaines, y compris dans l'information scientifique. Merci aux auteurs, merci aux signataires qui sont nombreux. Je ne vais pas les citer parce que en plus je ne les connais pas tous, loin de là évidemment. Le lien de ce document est dans la description de la vidéo. Je vous encourage à vous intéresser aux notions qui entourent la théorie de l'évolution. J'ai parlé de mon livre, il y en a d'autres évidemment. La théorie de l'évolution, elle est hyper importante. Il ne faut pas la maltraiter, sinon on comprendra moins bien le monde qui nous entoure. Et on a très très besoin de le comprendre et de ne pas confondre tout ce qui est de l'ordre de la description du réel. La nature fait les choses d'une certaine manière. Et quand je dis la nature, attention, ce n'est pas un agent, la nature, c'est les choses se font d'une certaine manière. Et l'aspect prescriptif, normatif de ce que nous voulons voir advenir dans le monde et dans nos sociétés. Darwin ne nous dit pas dans sa théorie comment il faut que nous traitions les individus, les êtres humains, la nature. Parce que son propos est ailleurs. Donc rappelons-nous que les gens qui citent des disciplines scientifiques à l'appui de leur idéologie pourraient très bien, en réalité, travestir les théories sur lesquelles ils s'appuient, et que pour le savoir, il faut écouter ce que disent les spécialistes. C'est eux qui pourront dire « Stop, là, vous abusez de votre droit à utiliser une théorie dans le champ où elle est applicable. » Et c'est ce que viennent de faire tous ces chercheurs. Et à l'avenir, soyez attentifs parce que ça pourrait bien se reproduire. On risque d'avoir besoin de rappeler que dans le champ médiatique, on utilise mal la science à l'appui de certaines idées. Quand une idée ne peut être défendue qu'avec des mauvais arguments, ça nous renseigne un peu sur la valeur de l'idée et de la confiance qu'on peut accorder à ceux qui la défendent comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la, je pense qu'elle est utile. Abonnez-vous, activez la cloche. Merci pour le soutien, merci pour le partage, merci pour le merci. À bientôt.